La console qui a popularisé le jeu vidéo à la maison a aussi failli le tuer. Je vous raconte l'histoire de l'Atari 2600 en 3 minutes. Au milieu des années 70, les jeux vidéo de salon existent déjà, mais ils ont un défaut majeur. Ils sont mono-jeux. Si tu achètes Pong, tu peux pas rien jouer d'autre qu'à Pong. Les circuits sont soudés pour ça. Si on s'ennuie, il faut racheter une nouvelle console. Les seules exceptions, ou à peu près, c'est par exemple des clones de Pong qui proposent des modes différents de jeu avec un bouton poussoir. Mode 1, c'est Pong. Mode 2, c'est Pong avec un obstacle dans le milieu du terrain. Mode 3, c'est Pong avec une autre modification mineure. Puis le mode 4 et 5, ben vous comprenez le concept. Nolan Bushnell, le fondateur d'Atari, veut briser le modèle. La cartouche interchangeable vient d'être inventée sur la console Fairchild Channel F. Et il demande à ses ingénieurs de concevoir une machine dotée d'un microprocesseur capable de fonctionner de cette manière-là. La console deviendrait virtuellement éternelle. Pour avoir un nouveau jeu, il suffit d'acheter une nouvelle cartouche. Développer une technologie comme ça coûte pas gratuit. Pour rendre son projet à terme, Atari manque d'argent. En 1976, Nolan Bushnell prend une décision crève-cœur. Il vend Atari pour 28 millions au géant des médias Warner Communications. Avec l'argent fraîchement injecté, la console, Atari VCS qu'on l'appelle au lancement, sort en octobre 1977 pour la coquette somme de 199 $, ce qui équivaut à plus de 1000 $ aujourd'hui. La console est livrée avec le jeu Combat et 2 joysticks. On décide de la produire avec un fini imitation bois, parce qu'on va se le dire, tout est brun et en bois à la fin des années 70. La console est pensée pour s'intégrer parfaitement au salon de l'époque, à côté de la télé et du système de son. Les 2 premières années de la console sont difficiles. Les clients sont réticents à payer si cher pour l'achat de la console, même si chaque jeu coûte moins cher par la suite. Mais en 1980, Atari réussit à mettre la main sur Space Invaders de Taito et l'adapte sur la 2600. C'est l'explosion des ventes. Les gens commencent à acheter la console dans le seul but de ne plus avoir à dépenser pour jouer à l'arcade. L'Atari 2600 devient un phénomène de société et l'entreprise pèse maintenant des milliards de dollars et représente à elle seule la moitié des revenus de Warner. C'est l'âge d'or des jeux d'arcade avec entre autres Pac-Man, Asteroid et Pitfall qui seront adaptés sur la 2600. Le gros problème avec la console, c'est qu'elle a été conçue avec le minimum absolu de mémoire et de puissance. Elle a été faite pour faire tourner des variantes de Pong et Tank. Alors, plus complexe, ça devient un problème. Coder sur Atari 2600, c'était un cauchemar d'ingéniosité, mais les ventes sont au rendez-vous. Alors, on fait quoi? On devient arrogant avec ceux qui t'ont rendu riche. Warner traite ses développeurs comme des ouvriers d'usine, des travailleurs à la chaîne, et refuse de mettre leur nom sur les boîtes des jeux ou de leur verser des redevances. On se dit que si on connaît les programmeurs, ils vont devenir populaires, et s'ils sont populaires, on devra les payer plus. Frustrés, plusieurs des meilleurs programmeurs claquent la porte et fondent Activision, le tout premier éditeur tiers de l'histoire des jeux vidéo. Atari perd le contrôle de sa console. N'importe qui peut maintenant développer n'importe quel jeu pour la 2600 et les jeux sont souvent médiocres. Il y a même eu un jeu promotionnel pour de la bouffe à chien. Le marché est saturé de jeux plus mauvais les uns que les autres et le point de rupture de la console arrive en 1982 avec 2 événements différents mais qui mettent le clou dans le cercueil. Premièrement, quand le phénomène Pac-Man est porté sur la console, le jeu résultant est laid, bâclé et visuellement désagréable. Atari fait produire 12 millions d'exemplaires du jeu alors que seulement 10 millions de consoles en circulation. Probablement que le plan d'Atari, c'était que tout le monde qui avait une console achèterait Pac-Man et qu'on ferait vendre 2 millions de consoles de plus. Le problème, c'est que le jeu est un désastre critique et ne fait pas vendre 2 millions de consoles de plus. Enfin, Atari paye une fortune pour les droits du film E.T. de Steven Spielberg et force le développeur Howard Scott Warshaw à coder le jeu en seulement 6 semaines afin qu'il soit prêt pour Noël la même année. Le jeu est mauvais, incompréhensible et injouable. Les magasins renvoient les millions d'invendus à Atari. La firme fait faillite et entraîne avec elle toute l'industrie américaine dans le crash du jeu vidéo de 1983, dont je ferai éventuellement une capsule dédiée. Pour cacher sa misère, Atari envoie des dizaines de camions enterrer en secret des millions de cartouches d'E.T. et de Pac-Man dans le désert d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique. On a d'ailleurs longtemps pensé que c'était une légende urbaine, mais ça s'est avéré durant des fouilles en 2014. Warner se débarrassera d'Atari en 1984 et vendra l'entreprise à Jack Tramiel, fondateur de Commodore, pour la modique somme de 420 millions de dollars. Malgré sa fin tragique, l'Atari 2600 a quand même posé les fondations de tout le gaming moderne. Le modèle des consoles avec un jeu interchangeable, le
le joystick a un bouton qui a inspiré la culture arcade et l'idée qu'un jeu vidéo pouvait être un produit culturel de masse. Elle a vendu au total plus de 30 millions d'exemplaires et est restée en production, dans des versions low cost, jusqu'en 1992, une longévité quand même exceptionnelle de 15 ans. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis dans une prochaine capsule, de quelle console vous aimeriez que je vous parle?